Bonjour à tous. Ravi d'animer cette session. Je suis Thierry Fabre du magazine Challenge. Et donc, on va débattre d'un sujet brûlant, vraiment une puissante actualité, en s'interrogeant sur le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis, décrochage qui est incontestable. Et nos experts vont vous expliquer, notamment vous donner les indicateurs de croissance, de productivité, d'innovation qui montrent que l'Europe prend un sérieux retard par rapport aux États-Unis. Et on va s'interroger aussi sur la préservation de notre modèle social qui lui aussi est très différent des États-Unis, auquel on tient. Mais est-ce qu'on va pouvoir le maintenir vu cet écart de croissance avec le continent américain? Donc, je tiens à saluer alors d'abord tous ceux qui nous écoutent en visio, les différents lycées. Alors, j'ai pas toute la liste en tête, mais on nous regarde de Reims, de Paris, même de Casablanca. Donc je salue tout le monde. Et alors j'invite aussi à poser vos questions avec le hashtag Printemps de l'économie. On fera, s'il n'y a pas de questions, on fera passer de toute façon le micro dans la salle. Alors je vous présenterai nos intervenants au fur et à mesure. Je vais d'abord passer la parole à Patrick Artus, économiste bien connu, qui a une longue carrière d'économiste et qui a étudié de nombreux sujets, et pas seulement celui de l'innovation. Alors Patrick, qui est aujourd'hui conseiller d'Ociam, a conçu cette table ronde. Et donc, il va, dans un premier temps, nous poser le diagnostic de ce décrochage Europe-États-Unis avec les différents indicateurs et les questions que ce décrochage pose. Et ensuite, nos intervenants vont essayer de répondre à ces quelques questions existentielles. Patrick, c'est à toi. Merci beaucoup Thierry et bonjour à tous. Oui, alors effectivement, il est clair qu'il y a un décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Le plus clair, c'est de regarder l'évolution de la productivité, c'est-à-dire la production par salarié. Depuis 2010, la productivité a cru de 22% aux États-Unis et de 6% en Europe. Et donc, il y a vraiment un décrochage de la productivité, donc de la production, donc des recettes fiscales. Et il faut comprendre les raisons qu'implique, qu'entraîne ce décrochage. Alors, pour moi, le décrochage, donc c'est pas très original, mais je crois que c'est vraiment conforté par les analyses empiriques. Il est lié au fait que les États-Unis investissent beaucoup plus dans les nouvelles technologies, font beaucoup plus de recherche en entreprise et de recherche fondamentale que l'Europe. Et juste un chiffre, si vous regardez la recherche-développement en entreprise, aux États-Unis, c'est 2,8% du produit intérieur brut. En Europe, c'est 1,5%, c'est pratiquement la moitié. Et donc, les entreprises européennes sont trop conservatrices, ne prennent pas assez de risques. Et ceci peut être lié d'ailleurs à la façon dont elles sont financées. Le financement en Europe, c'est essentiellement un financement bancaire. Le financement aux États-Unis, c'est essentiellement un financement de marché, mais particulièrement un financement par le non-coté, par le private equity. Et on sait que c'est plutôt favorable à l'innovation. Il y a vraiment deux questions qui se posent très crucialement quand on compare l'Europe avec les États-Unis. D'abord, c'est que sera l'effet des politiques menées par l'administration Trump? Parce que, bien sûr, toutes ces analyses valent pré-Trump. Vous avez, par exemple, si vous regardez les grandes agences de recherche publique aux États-Unis, la DARPA, le NSF, la National Science Foundation, ce sont des grandes agences qui étaient extrêmement bien dotées en fonds publics. La NSF, par exemple, avait 12 milliards de dollars par an à injecter dans la recherche fondamentale, dans les recherches qui changeaient vraiment l'état de la science.
Et donc, il y a vraiment une inquiétude qui est partagée par tous les universitaires américains et tous les chercheurs américains sur les coupes dans les budgets de recherche. Donc, peut-être notre analyse de la supériorité des États-Unis par rapport à l'Europe, qui vient vraiment essentiellement de cette très bonne coopération entre la recherche publique et la recherche d'entreprise, peut-être est périmée parce que Trump va sacrifier la recherche publique. Et je crois que ça serait absolument dramatique sur ses effets sur l'économie américaine. Alors, il y a un autre aspect de l'économie américaine donc le premier aspect, c'est vraiment des gains de productivité importants, des budgets de recherche publics et privés très importants. Je peux citer aussi l'investissement en nouvelles technologies. L'investissement en nouvelles technologies, c'est pratiquement 5% du produit intérieur brut aux États-Unis. C'est exactement la moitié en Europe. Donc tout est à peu près dans un rapport de 1 à 2 quand on compare l'Europe aux États-Unis sur les budgets de recherche, sur les budgets d'investissement technologique. Alors l'autre caractéristique de l'économie américaine, c'est bien sûr que c'est une économie qui fabrique énormément d'inégalités. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais si vous regardez le taux de pauvreté aux États-Unis, il est de 25%. Le taux de pauvreté en Europe est de 17%. Un pauvre est défini comme une personne qui a moins de 60% du salaire médian comme revenu. Et donc, les dépenses de protection sociale aux États-Unis, c'est uniquement 20% du PIB. En Europe, c'est 28% du PIB. Enfin, tous les chiffres. Et donc, c'est une économie qui est très inégalitaire. Et donc, il y a une autre question qui est vraiment cruciale, qui est est-ce que nécessairement on fabrique une économie inégalitaire quand on fait une économie qui dépense beaucoup en recherche, en innovation, en subventionnement de la recherche publique ou privée? Et donc ça, c'est une question centrale. C'est une question centrale qui est très discutée en Europe aujourd'hui. Et moi, ma réponse est négative, mais on abordera cela plus tard dans le débat. Et je pense que, par exemple, l'exemple des pays d'Europe du Nord, et donc il y aura une séance vendredi consacrée particulièrement aux pays d'Europe du Nord, l'exemple des pays d'Europe du Nord montre qu'on peut avoir des sociétés très inégalitaires et très innovantes en même temps. Voilà, donc pour cette introduction, donc retenez qu'il y a eu 4 fois plus de gains de productivité aux États-Unis qu'en Europe depuis 2010 et que ça pose un vrai problème de l'Europe de croissance, de ressources fiscales, d'équilibre budgétaire et qu'il faut vraiment travailler sur les causes de cette inégalité de développement économique entre l'Europe et les États-Unis. Merci beaucoup Patrick d'avoir posé le diagnostic et effectivement très, très bonne question autour de Donald Trump parce que ce programme a été conçu avant l'élection de Trump, je crois, mais la question de son élection, enfin, on ne sait pas en gros de quel côté la balance va pencher. Beaucoup se disent qu'il va attirer encore plus d'investissements aux États-Unis, mais ce que tu as dit sur la recherche montre que ça peut aussi aller de l'autre côté. Donc c'est une question dont on va débattre dans cette session. Alors Antonin Barjot, vous êtes jeune économiste puisque vous avez été nominé, je le rappelle, pour le prix du jeune économiste. Vous faites partie des 3 potentiels lauréats. Vous ne l'avez pas eu l'année dernière, mais mon petit doigt me dit que vous avez de bonnes chances cette année. Donc c'est un prix très important qui célèbre vraiment la nouvelle recherche en économie. Vous êtes professeur associé à HEC. Vous travaillez, vous avez fait votre thèse, je crois, à la LSI. Et vous travaillez beaucoup sur l'innovation et l'industrie. Donc on va commencer à approfondir ce sujet, essayer de comprendre pourquoi l'Europe en matière d'innovation est en retard, qu'est-ce qui manque notamment en matière de politique industrielle. Donc c'est à vous pour essayer de nous faire avancer sur ce sujet. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, pour juste faire le lien avec votre question, peut-être Patrick Artus vient d'expliquer que la productivité en Europe était très ralentie et beaucoup plus qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup de raisons à ça et ce n'est pas évident de toutes les comprendre, mais une des raisons qui est bien identifiée, c'est qu'on n'investit pas assez en recherche et développement en Europe. En gros, on investit 1%, un point de PIB en moins que les États-Unis, même un peu moins que ça.
Donc c'est à peu près 100 milliards, 120 milliards de dollars en plus qui sont investis dans la recherche et développement aux États-Unis et pas en Europe. Donc évidemment, une solution assez naturelle, c'est de dire qu'il faudrait dépenser plus en recherche et développement. On sait que ça crée des gains de productivité. La productivité, d'ailleurs, entre parenthèses, on en parle beaucoup parce qu'en fait, c'est ce qui fait le lien entre le modèle social et l'innovation. C'est-à-dire que sans productivité, pour financer un modèle social qui est celui qu'on a en Europe, il faut faire des choix difficiles, c'est-à-dire soit réduire notre niveau de vie, soit travailler plus. Voilà, donc c'est des choix coûteux. Avec la productivité, on peut augmenter un peu la taille du gâteau et redistribuer plus facilement. Donc, on peut se dire qu'il suffit de dépenser plus en R&D. Le problème, c'est que en fait, l'État, le secteur public dans son ensemble en Europe dépense déjà beaucoup en R&D en Europe, en fait autant qu'aux États-Unis, voire un petit peu plus. Et malgré ça, il y a un retard technologique qui est très clairement identifié maintenant dans certaines technologies, notamment l'IA, les technologies numériques de manière générale, et tout ce qu'on appelle les high technologies, c'est-à-dire les biotech, l'intelligence artificielle, etc. Donc on a un retard malgré des fortes dépenses. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est par rapport aux États-Unis ou d'ailleurs la Chine, puisqu'on est aussi en retard sur ces technologies par rapport à la Chine, qu'est-ce qu'on fait de ces dépenses publiques en R&D? Est-ce qu'elles sont bien allouées? Et effectivement, on vient rapidement à la question de ce qu'on appelle les politiques industrielles, qui sont les politiques publiques de soutien à l'innovation d'une manière générale, qu'on avait un peu laissé de côté pendant des décennies en Europe, en pensant que l'État devait vraiment se désengager de la manière dont l'innovation devait être gérée, parce qu'il n'était pas forcément le meilleur acteur pour choisir la direction de l'innovation. Et on revient vers ce qu'on appelle des politiques verticales, c'est-à-dire d'aller essayer de trouver un peu les secteurs d'avenir et de les soutenir. Mais par rapport aux États-Unis, qui a un modèle bien aguerri dans ce type de soutien, on l'a vu pendant par exemple la pandémie de Covid, où on sait mettre ensemble les différents acteurs, les universités, les startups, les entreprises, on sait mettre en concurrence des entreprises, financer plein de projets concurrents sur un objectif précis. Et c'est une manière assez efficace d'avoir des résultats. Si vous prenez le vaccin contre le Covid, aux États-Unis, la manière dont ça a été géré, c'est qu'on a financé une quinzaine de projets concurrents. Certains venaient de start-up, certains venaient d'entreprises très, très établies, très anciennes, certains venaient même d'entreprises étrangères. Les États-Unis ont même financé des projets qui étaient en Europe, en sachant qu'un seul suffisait, qu'il suffisait de trouver un vaccin pour régler le problème. En Europe, on a fait un petit peu différemment. Déjà, chaque pays a une stratégie un peu de type champion national, c'est-à-dire qu'en France, on a misé sur l'Institut Pasteur et sur Sanofi. On n'a pas forcément essayé de mettre en concurrence les gens autour de différentes technologies de vaccins, et ça, c'est plutôt assez mal passé. Donc voilà, c'est question de politique industrielle, de savoir comment on fait aujourd'hui pour développer l'innovation en Europe avec l'intervention du public, sans forcément augmenter les dépenses, parce qu'on dépense encore une fois beaucoup déjà en R&D. C'est à mon avis, c'est une question qui me paraît très importante. Il y a eu des changements récemment annoncés en ce sens, c'est-à-dire que la Commission européenne a bien compris maintenant, et notamment suite aux différents rapports qui sont sortis, qu'on avait une mauvaise allocation des fonds publics de recherche et développement. Donc on verra où ça mène. Le problème, c'est qu'on a quand même des difficultés en Europe structurelles. Le fait qu'on a un marché qui est très fragmenté, qui fait qu'on peut difficilement mettre en concurrence des entreprises de chaque pays, qui par ailleurs sont probablement trop nombreuses dans plein de secteurs, parce que chaque pays a son champion, voire ses champions. Par exemple, dans le secteur des télécoms, vous avez 3-4 acteurs dans chaque pays qui ne sont pas en concurrence les uns les autres, parce qu'il y a des régulations spécifiques à chaque pays qui les empêchent d'opérer dans d'autres territoires. Bon, tout ça, ça met des freins au développement des nouvelles technologies. Voilà, je pense qu'on en reparlera, donc je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, questions qui vont être détaillées tout à l'heure. Gilbert Sett, alors vous êtes économiste, professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez étudié beaucoup l'innovation et aussi le marché du travail. Je précise juste que vous êtes aussi président du Conseil d'orientation des retraites, mais que vous n'êtes pas ici en tant que président du corps. Vous avez suffisamment à faire sur ce sujet par ailleurs. Là, vous intervenez en tant qu'économiste. Et alors, vous allez notamment la question qu'on se pose, à laquelle vous allez essayer de répondre, c'est est-ce qu'il faut justement rogner sur notre modèle social? Est-ce que pour investir en innovation comme les Américains, eh bien, il faut faire des sacrifices en se disant on consacre moins au social. Je crois que vous avez une réponse assez détaillée là-dessus. Donc, à vous d'approfondir le sujet. Merci Thierry. Oui, dans le débat public, et particulièrement en France,
On oppose souvent le financement d'un modèle social qui serait très coûteux au financement de dépenses, en ce moment dépenses pour la défense ou dépenses pour l'innovation, en disant il va falloir faire des choix, et ces choix seront douloureux socialement et également politiquement. Il faudra peut-être revenir sur beaucoup de dépenses sociales. Et du coup, dans le débat en France, on prend l'exemple, on prend le chiffre de 31 ou 32% de dépenses du PIB, 32% du PIB de dépenses sociales, pour dire, regardez à quel point c'est élevé, dans une majorité de pays européens, et encore plus quand on se compare aux pays anglo-saxons, ces dépenses sociales siphonnent en quelque sorte énormément de la richesse produite chaque année et nous interdisent de pouvoir financer de façon forte nos ambitions en ce qui concerne l'école, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'innovation et aujourd'hui en ce qui concerne la défense. Alors il me semble que ce diagnostic doit être, disons, pondéré pour plusieurs raisons. Une première raison, d'abord, c'est que dépenses sociales, c'est dur à comparer. Par exemple, on prend en compte dans les dépenses sociales, concernant les retraites, uniquement ce qui est géré en général par les administrations publiques, et donc on ne prend pas dans d'autres pays les systèmes par capitalisation qui peuvent être gérés par le secteur privé, ce qui évidemment défavorise, si j'ose dire, dans cette comparaison, un pays comme la France. Mais par ailleurs, la question qu'on peut se poser quand on constate, quand on regarde ce ratio de dépenses sociales en pourcentage du PIB, on peut se demander est-ce que c'est le numérateur qui est trop élevé, le dénominateur qui est trop faible. Et concernant un pays comme la France, les 32% de PIB que nous consacrons chaque année aux dépenses sociales seraient ramenés à 25% du PIB si la France avait bénéficié du produit intérieur brut par habitant d'un pays qui n'est quand même pas l'enfer sur terre, d'un pays comme les Pays-Bas. Vous voyez, donc le constat est assez fort. Si on se limite maintenant au seul champ des dépenses de retraite, en étant très attentif à la comparabilité des données, etc., et qu'on compare ce qu'elles représentent dans différents pays, c'est le principal poste des dépenses sociales. En France, c'est environ 14 points de PIB. Il n'y a qu'un grand pays avancé qui soit au-dessus de nous, 17 points de PIB en Italie, qui n'est pas, sans faire injure à nos amis italiens, qui n'est pas un benchmark de réussite économique forte. Et les autres pays sont largement en dessous, 10-11% du produit intérieur brut. Ici encore, si nous avions le produit intérieur brut par habitant des Pays-Bas, ça ne serait pas 14% du PIB, ça serait 11% du PIB, et on serait tout à fait comparable en termes d'efforts consacrés aux dépenses de retraite, tout à fait comparable à un pays comme les Pays-Bas. Alors ensuite, on est amené à se dire, mais pourquoi notre produit intérieur brut est aussi faible? Pourquoi nous sommes un pays pauvre, en quelque sorte? Pourquoi le produit intérieur brut par habitant des Pays-Bas est 30% environ supérieur à notre produit intérieur brut par habitant, à nous, en France? Eh bien, il y a une toute petite bonne raison, c'est qu'on a une démographie plus dynamique en France et donc une population en âge de travailler dans la population totale qui représente en France, je dirais, un pourcentage plus faible que dans d'autres pays qui ont une démographie plus ralentie. Ce n'est pas une différence concernant les niveaux de productivité, c'est pas significatif comme effet. La principale différence réside dans des questions de taux d'emploi. Le taux d'emploi en France est bas par rapport à celui de pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques et scandinaves. Et il est bas dans sur trois segments. Les jeunes, il y a un tas de réformes qui ont été engagées, mais elles sont en cours. Elles peuvent être calibrées pour certaines parce que très chères. Je pense par exemple à l'apprentissage, mais enfin, ça a donné des résultats. Les peu qualifiés, il y a aussi des réformes d'indemnisation au chômage, la réforme du RSA, etc., qui sont assez favorables en termes d'effets, mais on pourrait aller beaucoup plus loin encore dans ces réformes. Et puis, bien sûr, concernant les seniors, l'autre segment sur lequel on a un gros décalage de taux d'emploi par rapport à un pays comme les Pays-Bas, eh bien, il y a la fameuse réforme des retraites qui se heurte aux difficultés que nous connaissons tous et dont les médias, je dirais, se font largement l'écho. Donc, le débat, fondamentalement, il est aussi là. Il est, comme l'ont très bien dit Patrick et Antonin, dans les questions de gains de productivité. Ça concerne toute l'Europe, en quelque sorte. Mais par ailleurs, pour certains pays, il est également sur des questions de rattrapage. Alors, il faut voir le verre du bon côté. Il faut se dire qu'on en a beaucoup sous le pied
dans un pays comme la France, dans un pays comme l'Italie, dans un pays comme l'Espagne aussi, et que des politiques économiques ambitieuses, et dans un pays comme la France, je dirais même courageuses, peuvent nous permettre de dégager les ressources qui nous permettraient de concilier un modèle social relativement généreux au fait d'obtenir des ressources pour financer d'autres ambitions comme celle de l'innovation, bien sûr, mais aussi les dépenses de défense, les dépenses d'éducation nationale, les dépenses de santé, etc. Merci beaucoup. Ça rend un petit peu optimiste tout de même, parce qu'effectivement, beaucoup pensent qu'il faudrait sacrifier le social. Donc on peut quand même se dire, on peut tenter de rattraper notre retard sans sacrifier notre modèle social. Alors, Pervenche Berès, on est aussi très content de vous avoir. Je vous précise 2-3 choses sur votre parcours. Si les gens ne le savent pas, c'est que vous avez été élu 5 fois au Parlement européen, 25 ans d'expérience du Parlement. Donc, on peut dire que vous connaissez les institutions européennes. Et un petit peu. Donc, si aujourd'hui, vous êtes à la présidente d'un think tank, ça s'appelle l'Association Europe Finance Régulation. Donc, vous parlez aussi des questions européennes. Mais j'ai envie de vous demander de donner des premières pistes de réflexion sur pourquoi on a échoué au niveau des institutions, puisqu'il y avait un grand plan. Je ne sais pas si les plus jeunes dans la salle le savent, mais la stratégie de Lisbonne qui date des années 2000 et qui devait nous permettre d'être au top en matière de recherche et innovation, cette stratégie a échoué. Donc il y a une nouvelle stratégie qui est lancée actuellement. Donc est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu les ambitions des institutions européennes et aussi pourquoi est-ce qu'elles ont plutôt échoué jusqu'alors ? Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de participer à nouveau après le lycée Turgot, après le CNAM, au beau succès que représente l'aventure lancée par Pierre-Pascal Boulanger. Puis le printemps de l'économie, d'abord ça annonce le printemps, donc c'est toujours agréable. Et puis surtout ça s'adresse à vous qui êtes le printemps de l'économie, qui êtes ceux qui demain vont devoir répondre à ce défi qu'est-ce que ça veut dire, on en a sous le pied, votre capacité à être cette réponse aux enjeux de productivité pour faire de nos sociétés des sociétés qui savent répondre et se saisir des défis auxquels elles sont confrontées. Alors moi, je voudrais répondre à votre question, Thierry Fabre, autour de 3 axes. Le premier, c'est que le titre de cette table ronde, c'est autour de 3 mots-clés, le rôle de l'État pour l'innovation et les politiques sociales, et en comparant les États-Unis et l'Union européenne. Et si on veut rentrer dans cette discussion, il faut juste avoir... il y a déjà beaucoup de chiffres qui ont été cités, mais je vais citer les miens. J'espère que c'est les miens dont vous allez vous souvenir. C'est que la part de la dépense de l'État dans le PIB, donc sur la richesse totale produite. En France, c'est 57%. Dans l'Union européenne, c'est 49%. Et aux États-Unis, c'est 34%. Et on a cette situation assez paradoxale. C'était déjà vrai du temps de la présidence Biden, mais c'est encore plus vrai dans cette présidence aujourd'hui, qu'on a un chef de l'État aux États-Unis qui a l'air de pouvoir tout décider, comme ça, du jour au lendemain, alors que son levier en termes budgétaires est beaucoup plus faible que ce qui se passe en Europe. Alors qu'en Europe, on va mobiliser beaucoup plus d'argent public pour faire des choses publiques, et on a l'impression qu'on n'y arrive pas toujours. Donc c'est quand même un point de départ, je trouve, qu'il faut avoir en tête. Et du point de vue du modèle social qui est le nôtre, moi je ne propose pas d'y renoncer, je ne propose pas qu'on devienne tous des petits Chinois ou des petits Américains, parce que franchement, quand vous voyez le degré de cohésion de la société américaine, alors je sais bien que chez nous il y a beaucoup de fractures, il y a trop de fractures, mais je vous promets que si on abandonne totalement notre modèle social, on ne va pas aller vers des sociétés heureuses. Alors on est dans un temps dur, donc on n'est pas dans une société heureuse, on est dans une société qui doit se mobiliser, qui doit relever les défis à la fois de la guerre et de la décarbonisation, mais tout de même. Et ce modèle social, on l'a hérité d'une situation
qui est à la fois spécifique à chacun de nos États membres, mais qui correspond aussi à un certain modèle européen, qui est ce qu'on a appelé le welfare state. Et donc cette capacité de l'État à être ce qu'on avait appelé à l'époque un État-providence, donc qui est à la fois à l'initiative et protecteur. Alors, face aux défis modernes, vous l'avez rappelé, Thierry Fabre, l'Europe s'était en principe dotée d'une stratégie qui, sur le papier, était parfaite, franchement parfaite. Alors pour les plus jeunes, peut-être que vous ne l'avez pas encore appris dans tous vos cours très importants d'économie et d'histoire, ça s'appelait la stratégie de Lisbonne. Et la stratégie de Lisbonne, c'était l'idée que l'Union européenne allait être l'économie de la connaissance, et on avait rajouté ensuite la décarbonisation. Ça ne s'appelait pas décarbonisation à l'époque, mais c'était ça l'objectif. Et si on avait réussi ça, aujourd'hui, on serait les rois du pétrole, ou plutôt de l'énergie durable. Mais le problème qu'on a, c'est que une fois qu'on avait défini cette stratégie, c'était assez malin. C'est-à-dire qu'il y avait une mobilisation de la Commission européenne, du Parlement européen, des chefs d'État et de gouvernement. Tout le monde était d'accord. On avait recréé un peu de fédéralisme pour définir cet objectif. Mais une fois qu'on avait défini l'objectif, sur la méthode, on a inventé un truc absolument extraordinaire qui s'appelle la méthode ouverte de coordination. Et alors là, c'était le début de la fin, parce qu'on avait dit chacun va faire ce qu'il a envie de faire et il va avoir l'idée de poursuivre l'objectif commun. Et comme par hasard, ça n'a pas marché. Je ne dis pas qu'il fallait un chef à bord, mais enfin ça ressemblait quand même un peu aux défis auxquels on était confrontés. Et le résultat, c'est qu'on a continué à mettre un peu d'argent pour de la recherche et du développement dans des programmes qui s'appelaient le PCRD, maintenant ça s'appelle Horizon. C'est 95,5 milliards sur un cadre financier pluriannuel. Donc c'est pas énorme. Et surtout, en termes d'intégration européenne et donc de capacité à bénéficier de ce qu'est l'Europe, en principe ce grand marché intérieur, c'est tout à fait sous-optimal. Tandis qu'aux États-Unis, avec cette part du financement public dans la richesse produite aux États-Unis, eh bien, il y a des leviers très intégrés et très forts qui sont au point de départ la défense et qui aujourd'hui s'appellent les big tech, ceux qui sont les pilotes de l'intelligence artificielle. Or, nous, les Européens, on est dans un double paradoxe. Vous l'avez peut-être entendu, Enrico Letta, l'autre jour sur France Inter, disait que nous sommes, du point de vue des marchés financiers, une colonie américaine. C'est embêtant par les temps qui courent. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Parce que les Européens épargnent beaucoup. Donc si on a beaucoup d'argent, normalement, on devrait financer de la recherche, de l'innovation, de la productivité. Mais 300 milliards de cette épargne des Européens partent aux États-Unis, qui sont investis dans des entreprises américaines, et ces entreprises américaines, ensuite, viennent racheter en Europe toutes les petites pépites qui sont en train d'émerger. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez une bonne idée, vous allez créer demain une petite start-up, vous vous dites « Ah, mais c'est super, je vais gagner, je vais contribuer à la productivité en Europe », hop, vous vous faites rattraper par une entreprise américaine qui a été financée par de l'épargne européenne. Je caricature à peine. Et donc on a ce double problème qu'on a notre épargne qui est trop mobilisée pour financer la croissance de l'économie américaine plutôt que de financer la productivité en Europe, et que nos talents, ceux qui sont capables de créer des startups, une fois que l'idée a été validée, inventée, créée grâce à l'éducation nationale française ou européenne, eh bien, elle bénéficie au moment où elle va produire des bons résultats aux États-Unis. Dernier point, je sens le body language qu'il faut que je m'arrête, mais je vais quand même dire deux choses. Il y a des solutions, elles sont sur la table, mais aujourd'hui, elles ne sont pas assez bien mises en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, il y a deux choses qui sont proposées et qu'il faut soutenir. La première, c'est l'idée d'un grand emprunt européen pour financer
bien sûr l'effort de guerre, mais pas uniquement, aussi la décarbonisation et une politique industrielle cohérente. Et la deuxième chose, c'était ça une idée du rapport d'Enrico Letta, c'est cette idée d'une 5e liberté. Qu'est-ce que ça veut dire une 5e liberté? Dans le traité de Rome, le pilier du marché intérieur, c'est ce qu'on appelle les 4 libertés. La libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services. Et Enrico Letta propose d'ajouter une 5e liberté qui est celle, j'allais dire, de l'esprit, de l'éducation, de l'innovation, de la formation, qui fait qu'aujourd'hui, si nous avions ce concept de 5e liberté financé et mis en œuvre, eh bien nous devrions un creuset à la fois pour l'innovation, la recherche, mais aussi pour attirer tous ceux qui demain, ou non, dès aujourd'hui et demain, vont être victimes de la politique obscurantiste, anti-recherche qui est en train de se développer aux États-Unis. Merci beaucoup. Alors vous avez effectivement fait avancer notre réflexion, notamment je note cette fameuse stratégie donc, de Lisbonne, elle était parfaite. C'est quand même extraordinaire de faire le constat que sur le papier on avait tout bien fait, mais dans la réalisation on a plutôt mal fait. J'aimerais bien qu'on avance, et notamment, moi, ce qui est un point qui m'interpelle quand on compare Europe et États-Unis, c'est le fait que tous les géants ont été créés là-bas. Et pourquoi, en fait, on n'a jamais réussi à créer un Google, un Facebook? Je cite le rapport Draghi. À Challenge, on publie un extrait du rapport Draghi, parce qu'on trouve que c'est fondamental que les gens aient ce diagnostic en tête. Et Draghi nous dit qu'aucune entreprise de l'Union européenne dont la capitalisation boursière dépasse 100 milliards d'euros n'a été créée ces 50 dernières années. Aux États-Unis, ce sont 6 entreprises de plus de 1000 milliards. Alors, est-ce que Patrick Ardus peut-être répondre là-dessus? Qu'est-ce que révèle le fait qu'on soit incapable de créer des champions, en fait? Mais je crois qu'il faut remonter à la cause. Aux États-Unis, il y a un partage des revenus qui est extrêmement défavorable aux salariés. Les salariés, les États-Unis font à peu près 2% de gains de productivité par an. Le pouvoir d'achat des salariés stagne aux États-Unis. Donc tout le surplus qui est apporté par les gains de productivité va aux entreprises. Alors ça a des effets extraordinairement puissants. D'abord, ça permet aux entreprises américaines d'avoir une rentabilité beaucoup plus forte que les entreprises européennes. Si on regarde le rendement des fonds propres des entreprises américaines, il est de 17%, il est de 10% en Europe. Et donc ça explique ce que disait Pervenche, ça explique que les épargnants européens sont attirés par le marché américain. Donc l'épargne des Européens va aux États-Unis. Et ça ne suffirait pas de créer un grand marché, un marché unique des capitaux pour corriger ça. Il faudrait que les entreprises européennes dégagent la même rentabilité que les entreprises américaines. Et puis, ça leur donne des moyens d'investissement considérables. Vous accaparez la totalité des gains de productivité, c'est fait depuis 30 ans, et ça vous donne des moyens d'investissement considérables, tant pour le public et que pour les entreprises. Et donc, les inégalités de revenus, c'est vraiment fondamental dans le modèle américain, parce que c'est ce qui leur permet d'attirer l'épargne mondiale et ce qui leur permet de développer très rapidement leurs entreprises. Ça, c'est pas très positif pour notre modèle social. Si on veut les copier de ce point de vue-là, oui, il faudrait que les entreprises captent plus de la valeur ajoutée. Et donc, je reviens à la thèse de Gilbert, qui est la seule applicable en Europe. Il faut, les gains de productivité, c'est le résultat de l'effort de recherche-développement, d'investissement technologique, etc. Les moyens des entreprises américaines sont considérablement plus élevés. Les États-Unis, par exemple, font 65% des investissements dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. L'Europe fait 8% des investissements dans l'intelligence artificielle. Et donc, cet écart va se creuser, sauf si on a une source supplémentaire de revenus qui est investissable. Alors en Europe, il n'est pas question de changer le partage des revenus. En Europe, les salaires augmentent à peu près comme la productivité, hein, donc il n'y a pas de déformation du partage des revenus. Et donc la seule solution, c'est d'augmenter le taux d'emploi. Et si on avait le taux d'emploi des Allemands,
on aurait pratiquement 10 points de taux d'emploi en plus, on aurait 14% de PIB en plus, on aurait 10% de recettes fiscales en plus, et on saurait faire tous ces investissements. C'est le seul levier d'action. À nouveau, la productivité, ça ne sort pas de nulle part, mais tant que les entreprises européennes sont pauvres et ont peu de moyens d'investissement, la productivité reste faible, et donc le seul levier de correction, c'est de travailler sur la hausse du taux d'emploi. Et alors, juste un mot, aux États-Unis, le taux d'emploi est très faible. Il est au même niveau que le taux d'emploi en Europe. Et donc les États-Unis ont compensé le faible niveau du taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est la proportion de personnes en âge de travailler qui ont un emploi, par cette très forte déformation du partage des revenus. Donc ils ont survécu à leur taux d'emploi faible en prélevant, par le fait que les entreprises ont prélevé tous les gains de productivité maintenant depuis 25 ans. Merci. Antonin Vargeau, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, notamment sur la responsabilité du marché européen. On dit souvent, on a été obsédé par la politique de concurrence et on a oublié la politique industrielle. Donc on n'a pas construit de champions, contrairement aux États-Unis. Est-ce que donc on peut imputer cet échec à l'Europe et aux politiques de concurrence peut-être excessives qui ont été mises en œuvre? Alors on n'a pas construit de champion depuis longtemps. Par contre, les Américains non plus, d'une certaine manière, puisque la plupart de ces entreprises ont été construites par des immigrés qui sont partis aux États-Unis. En fait, les Américains ont quand même réussi quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une déformation de la distribution, la redistribution qui ne profite pas assez aux salaires. Par contre, ils sont capables de proposer des salaires très élevés et des conditions pour les entrepreneurs et pour les ingénieurs qui font qu'ils attirent quand même énormément d'ingénieurs formés par l'éducation nationale, comme vous avez dit, et qui vont derrière développer des produits. La plus grosse boîte d'IA hors GAFAM aux États-Unis, c'est une boîte fondée par des Français qui sont aux États-Unis et qui développent leur truc là-bas. Oui, mais pourquoi vont-ils là-bas? Parce que précisément, il y a des freins alors, en Europe qui sont essentiellement, je pense que la raison principale qui est donnée, c'est les financements. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de lever. Dès que vous dépassez plusieurs millions, le crédit bancaire marche très difficilement. C'est très difficile de trouver une banque qui est capable de vous prêter autant sur des projets à long terme risqués, etc. Alors que vous pouvez lever 100 millions de dollars avec du capital risque aux États-Unis beaucoup plus rapidement. Ça se développe en Europe, mais on a beaucoup de retard, donc évidemment les gens partent. Mais les gens partent et aussi les idées partent, parce qu'en fait, un truc qui est assez étonnant peut-être, c'est que si on regarde dans notre retard technologique, dans toutes ces technologies numériques qu'on a évoquées tout à l'heure, si vous retracez un peu d'où viennent les idées, qui ont été développées souvent longtemps avant, mais pas au début des années 2000 ou dans les années 90, il y en a quand même une part significative qui ont été développées dans des universités européennes ou japonaises ou des centres de recherche publics en Europe. Ce qui est vraiment très frustrant, c'est que ces idées, elles n'ont pas été utilisées par des entreprises européennes, en tout cas pas en Europe, elles ont été utilisées par des entreprises américaines. Vous prenez le OpenAI et le modèle ChatGPT, ça a été construit sur un papier publié par des ingénieurs. Certains venaient de Google, mais le laboratoire de Google qui était aux Pays-Bas, d'autres étaient à Oxford, donc il y en a plein qui étaient basés en Europe. Et en fait, ce qui est vraiment très dommage, c'est qu'on perd ces idées, on perd nos capitaux aussi, puisque les épargnants européens investissent beaucoup plus aux États-Unis, on perd nos ingénieurs et nos entrepreneurs, donc il y a vraisemblablement quelque chose, on a toutes les compétences, on a tout le capital humain, on a beaucoup d'épargne, et il faut réussir à comprendre pourquoi ces gens partent et essayer de les empêcher de partir, parce qu'en fait, on se pénalise énormément en perdant tous ces talents. D'accord. Est-ce que, question que je pose à Pervenche Berès et à Gilbert Sette, sur l'excès est-ce qu'il y a un excès de régulation en Europe? Certains disaient, moi j'ai souvenir, notamment Bruno Le Maire, disant les États-Unis innovent et l'Europe régule. Et donc, est-ce que, justement, au niveau des institutions, il n'y a pas un problème avec un excès de régulation, un excès, je parlais de concurrence aussi, sur le fait qu'on a empêcher peut-être certains champions de se créer pour des problèmes de concurrence? Est-ce que là-dessus, il y a une responsabilité des institutions européennes? Alors, c'est le grand mot à la mode. Hein. Le grand mot à la mode, c'est dire qu'il faut simplifier. Bah, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si, je vois bien. Il y a des choses qui sont un peu trop compliquées. Il faut sûrement simplifier un peu. Mais il se trouve que j'ai écrit un papier que je vous invite évidemment à lire pour la Fondation Jean Jaurès sur le rapport Draghi.
Draghi, Madame von der Leyen, donc la présidente de la Commission économique et monétaire, a demandé à Monsieur Draghi, ancien patron de la Banque centrale européenne, ancien président du Conseil en Italie, ancien de Goldman Sachs, de réfléchir à qu'est-ce que c'était que la compétitivité de l'Union européenne. Et il a dit beaucoup de choses, qu'il fallait une politique industrielle, qu'il faut un grand emprunt. Mais en passant, il a dit un truc, il a dit qu'il faut faire de la simplification. Et tous ceux qui, au fond, trouvent que l'Europe c'est trop compliqué, que de faire des choses ensemble, ça coûte cher, ça demande beaucoup de mobilisation, ils se sont jetés là-dessus comme étant vraiment l'alpha et l'oméga. Et moi, j'ai jamais vu que la simplification, ça suffisait à fabriquer de l'investissement. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, mais je dis juste qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir une lecture ultra simpliste du rapport Draghi. Je prends un exemple, qui sont les enjeux de décarbonisation. Chacun le fait à sa manière. Mais les Européens, notre manière de faire, à nous, puisque nous n'avons pas d'État central, c'était de créer des règles. C'est notre façon de faire. Parce qu'on n'a pas une pratique de l'investissement et de la politique industrielle aussi développée que d'autres régions dans le monde. Et si on abandonne notre manière de faire, eh bien on va prendre un retard considérable dans un domaine où, d'une certaine manière, on est leader. Et donc je pense que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et je trouve que pour l'Europe, cette question du financement de l'innovation, cette capacité à garder les talents ici, à les utiliser ici, à financer ici leur capacité de productivité, elle est critique parce qu'on risque d'aggraver. La politique que mène Donald Trump aux États-Unis risque d'aggraver la situation. Qu'est-ce qu'il a décidé ? Il a décidé de ne plus financer de la recherche. Et donc nous, on va continuer à faire émerger des pépites, des petites start-up, pour qu'ils puissent ensuite aller en exploiter les bénéfices. C'est ça le risque. Merci. Gilbert Satt, sur le sujet, j'en profite pour alimenter par une question du public sur, en tout cas de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, sur l'épargne européenne. Une question qui demande, est-ce qu'il ne serait pas préférable de limiter la circulation des capitaux pour justement empêcher que les capitaux aillent s'investir aux États-Unis? Est-ce qu'il faut des mesures radicales? Voilà. Oui, sur ce dernier point, mais je voudrais revenir sur d'autres points. Sur ce dernier point, compte tenu de, je dirais, ce qui se dessine comme certains échecs de l'approche trumpiste, je ne sais pas comment la qualifier, je dirais y répondre de la même façon, c'est se mettre sans doute encore plus de handicap pour le réveil européen. Mais je voudrais ajouter à ce qui a été dit, je partage ce qui a été dit, je voudrais ajouter plusieurs choses. D'abord, l'Europe peut souffrir par rapport aux États-Unis d'un principe de précaution qui est très 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 développé en Europe quand on se compare aux États-Unis. Quand on va dans certaines villes américaines, on est frappé par des expérimentations qu'on ne conçoit pas dans des villes européennes. Par exemple, dans une ville comme San Francisco, on voit des centaines, sinon des milliers de véhicules autonomes qui circulent sans chauffeur. Sans chauffeur, parfois tout seul, parfois avec des personnes installées à l'arrière, mais on n'imagine pas ça comme expérimentation dans une grande ville européenne, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays. Là-bas, cette expérimentation qui est complètement indispensable, et évidemment, à la mise en œuvre de l'innovation, cette expérimentation apparaît tout à fait légitime aux acteurs, tout à fait souhaitable. Et puis, un deuxième point, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits sur cette question. Je pense à ceux de Yann Cottelen, je ne sais pas si je déforme son nom, ou d'Olivier Lacoste. J'avais fait des travaux là-dessus avec Mérès et Lopez il y a un certain nombre d'années. Mais le risque, la prise de risque coûte plus cher aussi en Europe qu'aux États-Unis. Un projet industriel, un projet économique, c'est une prise de risque. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut louper. Et quand ça loupe, ça peut coûter très très cher à la personne qui a pris ce risque, plus cher en Europe qu'aux États-Unis, du fait de régulations protectrices sur le marché des biens et surtout sur le marché du travail. Et ça, c'est une considération qu'on doit qu'on doit garder en tête en quelque sorte. C'est un frein énorme, évidemment, à l'innovation et à la prise de risque qui est indispensable à toute tentative d'un nouveau projet économique.
Merci. Paul, dans les minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on s'interroge quand même sur l'effet concret Trump. Et Patrick, tout à l'heure, tu citais justement la recherche. Je suis vraiment très impressionné, et beaucoup le sont, même atterrés de ce qui se passe aux États-Unis. Les chercheurs licenciés, les chercheurs qui arrivent chez nous. Hein, bon, il y en a seulement quelques-uns, mais l'université d'Aix-en-Provence a commencé à accueillir des chercheurs américains. S'il va jusqu'au bout, quel effet ça peut avoir finalement par rapport à notre sujet? Si on voit la recherche américaine qui commence à diminuer, est-ce qu'on peut dire que ça peut nous servir ou pas? Bon, je crois que tout le monde est persuadé qu'il faut avoir les deux piliers de la recherche. Il faut avoir de la recherche fondamentale, qui est essentiellement universitaire. D'ailleurs, Antonin mentionnait tout à l'heure que les grandes innovations sortent des labos universitaires. C'est pas les boîtes de la big tech américaine qui ont fait ces innovations. Elles ont développé ces innovations, mais les innovations sortent des labos universitaires. Et puis ensuite, il faut des entreprises qui prennent le risque de prendre des idées universitaires et pour les développer. Et donc, alors, deux choses. Bon, si vous coupez la recherche fondamentale, si vous croyez que les entreprises peuvent tout faire, vous êtes beaucoup dans l'erreur. Et donc, ça cassera cette force de l'économie américaine qui est ce lien très fort entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et donc, c'est très mauvais pour la productivité, pour la croissance, pour les entrées de capitaux aux États-Unis. Alors, autre chose, je voudrais juste dire un mot pour confirmer ce que dit Gilbert. En Europe, on a beaucoup d'aversion pour le risque. Alors, il y a une aversion pour le risque qui est cause institutionnelle. Par exemple, le droit de la faillite est très très pénalisant en Europe, et pas beaucoup moins aux États-Unis. Chapter 11, ça permet de faire faillite très facilement, etc. La faillite personnelle aux États-Unis, vous vous déclarez en faillite personnelle, vous annulez vos dettes et vous recommencez. Enfin, donc le droit de la faillite est beaucoup plus pénalisant pour les créateurs d'entreprises aux États-Unis. Et puis les épargnants européens n'ont pas beaucoup de goût pour le risque. Et ça explique le sous-développement de ce que citait Antonin tout à l'heure, le sous-développement du venture capital. Rendez-vous compte, il y a eu 22 milliards d'euros en 2024 d'investissement par des fonds de venture capital en Europe. Venture capital, c'est la partie du private equity qui prend des risques. Hein. Le reste, c'est des gens qui prennent de la dette, etc. Donc et 300 milliards de dollars. Donc c'est 1 à 15, quoi, je veux dire, la taille du venture capital entre les États-Unis et l'Europe. Et donc on comprend que ça attire effectivement tous les créateurs d'entreprises. On sait que au-delà de quelques dizaines de millions d'euros, il faut aller sur le marché américain pour financer le développement de l'entreprise. Et puis quand vous êtes financé aux États-Unis, vous finissez par mettre votre siège social aux États-Unis et puis à terme, vous devenez américain, quoi. Et donc il faut corriger cette double aversion pour le risque. Et alors peut-être que c'est une opportunité très forte pour l'Europe que les chercheurs américains se posent beaucoup de questions. Il n'y a pas que Aix, hein, toutes les universités, tous les centres de recherche reçoivent des tonnes de CV en ce moment. Bon, il y a le problème de payer les universitaires américains à des niveaux de salaire. Oui, les salaires universitaires américains, c'est 5 fois les salaires universitaires français, donc il y a un petit problème de moyens, mais peut-être on va pouvoir quand même renforcer ce lien qui marche très bien aux États-Unis, qui est ce lien entre la recherche fondamentale et la recherche en entreprise. D'accord. Antonin, vous avez un mot à dire là-dessus? Est-ce qu'on peut imaginer justement un effet positif de la politique de Trump sur la recherche et l'innovation, où on en est loin? Oui, je suis d'accord avec. C'est difficile de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui annoncent vouloir rentrer. Et puis, est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que l'université a les capacités d'absorber plus de chercheurs alors qu'ils ont plutôt tendance à réduire le nombre de chercheurs depuis des années? Et puis surtout derrière, de toute façon, s'il y a de la production scientifique en Europe qui est supérieure, alors on sait que ça a des externalités, etc. Mais si on n'a pas réglé les freins à l'innovation et au développement derrière d'entreprises, de toute façon, ça va être plus d'idées générées en Europe, mais qui ne vont pas rester en Europe. Donc finalement. D'accord. Juste un mot, il nous reste quelques minutes, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus sur un dispositif français qui suscite souvent des polémiques, c'est le crédit d'impôt recherche. On dépense 7 milliards d'euros par an pour que nos entreprises investissent dans la recherche et visiblement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous avez un avis là-dessus ?
Oui, alors en 30 secondes du coup, d'accord. Alors oui, donc ça fait partie de ces fameuses politiques industrielles horizontales, c'est-à-dire qui touchent tout le monde. Donc on a beaucoup mis ça en avant en Europe, en France en particulier, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va dépenser beaucoup pour la R&D. On sait que toutes les analyses nous disent que c'est positif, ça crée plus d'innovation, etc. Mais comme on ne sait pas à qui donner l'argent, parce que c'est très compliqué de savoir quelle entreprise est la meilleure pour utiliser de l'argent public pour développer des technologies, on va donner un crédit d'impôt à tout le monde. Il y a une limite haute, mais qui est vraiment très très haute, 100 millions ou 150 millions d'euros, donc ça concerne vraiment très peu d'entreprises. Et ça c'est très coûteux, 7 milliards par an, alors que des dispositifs plus ciblés, qui d'ailleurs font partie aussi du crédit d'impôt recherche, par exemple, vous avez le dispositif Jeune Docteur, qui fait que le coût du travail pour un doctorant qui est recruté dans une entreprise est beaucoup moins élevé. Ça, c'est possiblement plus efficace, parce que qui va recruter des jeunes docteurs, qui va recruter des personnes qui sortent de l'université, des entreprises qui a priori ont envie de développer un produit un peu innovant, un peu technologique, et c'est le seul dispositif dont qu'on parle de supprimer. Donc finalement, on a vraiment une politique de dépenses de R&D qui marche un peu sur la tête. D'accord. Alors il nous reste 3 minutes. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'environnement et l'énergie. On explique souvent le grand écart Europe-États-Unis par le coût de l'énergie. Et en ce moment, ce qui se passe, on voit Donald Trump qui relance pétrole et gaz, et en face l'Europe qui est avec son Green Deal de régulation. Alors est-ce que l'écart ne va pas se creuser encore à cause de ça ? Vous avez raison de pointer la question de l'énergie, parce que, y compris vis-à-vis de notre grand voisin à l'Est, c'est un sujet critique. Mais il y a parfois des bonnes nouvelles en Europe, vous savez. Au moment du début de la guerre en Ukraine, on a cru que de sortir de la dépendance vis-à-vis des fossiles russes, ça serait très compliqué. Or, ceux qui étaient les plus dépendants, on l'a vu, ont réussi à faire un virage. Donc, sous la pression, il y a quand même des choses incroyables qu'on arrive à faire. Et pareil pour les vaccins, on n'en a pas encore parlé du tout. Alors, je sais bien qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de chercheurs qui ont contribué, qui venaient du système de l'éducation et de la recherche européenne. Mais en même temps, quand on a su se mobiliser pour développer un vaccin pour tout le monde, on a su le faire. Et je crois que sur la question du coût de l'énergie, il y a cette même mobilisation, un peu poussée par la guerre en Ukraine, un peu poussée par l'élection de Trump, qui fait que quelqu'un d'EDF m'a dit l'autre jour que la question de la courbe des prix de l'électricité entre les États-Unis et l'Europe, on allait retrouver une forme d'équilibre. Donc il y a un cri d'alerte qui a été posé. Ça suppose derrière quand même une capacité à financer des infrastructures, de la production renouvelable, mais je ne suggère pas d'imiter les États-Unis et de retourner vers des exploitations de gaz de schiste et de gaz et de pétrole à outrance, parce que nos objectifs de décarbonisation, nous devons les conserver. Alors Gilbert, je vous laisse la lourde responsabilité de conclure cette session. Non, mais est-ce que vous avez eu un propos assez optimiste finalement? Est-ce qu'on peut le rester par rapport à ce rapport de force Europe-États-Unis ou pas? Mais il y a beaucoup de difficultés, en tout cas, qui sont devant nous. Il y a d'abord le conflit permanent entre la souveraineté que veut défendre chaque État, surtout face à ses électeurs, et on voit le débat sur la souveraineté dans un pays comme la France, et puis une démarche, une approche européenne. Chaque pays se battra toujours, en tout cas se bat actuellement et sans doute pour les années à venir, pour bénéficier de la localisation dans son propre pays d'investissements qui pourraient être financés au niveau européen, même si cette localisation ne serait pas optimale d'un strict point de vue industriel. Donc là, il y a un conflit qui est très très difficile à gérer. Puis il y a aussi un conflit entre les normes et les aspirations économiques. Qu'on peut illustrer d'ailleurs par un exemple assez simple. Penser que les constructeurs automobiles européens pourraient être amenés à acheter à une entreprise comme Tesla des quotas, si on peut appeler ça comme ça, de non-émission pour respecter les obligations que nous nous mettons en Europe, ça traduit bien quand même le conflit et la difficulté qu'on peut rencontrer, auquel on fait face en Europe, entre des aspirations tout à fait légitimes à être acteurs de la transition climatique et puis en même temps le projet industriel et économique qu'on peut vouloir porter. C'est une difficulté majeure et pour l'instant on a du mal à prendre ces deux difficultés que je viens d'énoncer vraiment à bras le corps.
Bien, merci beaucoup. On aurait pu rester 1 heure de plus tellement le sujet est énorme et crucial, puisqu'on voit bien qu'il faut vraiment se retrousser les manches pour éviter que le décrochage ne s'accentue encore. En tout cas, merci pour ce débat d'une très grande qualité. J'espère que ça vous a intéressé.